Bienvenue chez Skill. Installe-toi tranquillement. Je t'explique le concept. Yo. Bienvenue chez Skill, la transmission de savoir habile. On décortique les talents, les gens qui fascinent. En face de moi installé, cette dame a pratiqué le football professionnel. Elle a su impliquer ses partenaires du Paris SG jusqu'au Bayern. Capitaine de l'équipe de France, c'est dans ses gènes. Patronne de la défense, elle ne compte pas la dépense. L'excellence comme récompense, même pour chercher sa licence. Master, marketing et communication. Elle fait passer des messages au sein des institutions. Sans relâche, elle travaille avec les fédérations car elle veut bouger les lits pour la prochaine génération. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter celle que l'on nomme Laura Georges. Elle sait rassurer les siens tout en protégeant sa zone parce que Laura a de l'aura. Pour mener tous ses combats, pas besoin d'un mégaphone parce que Laura a de l'aura. Elle veut booster les plus jeunes en donnant de sa personne parce que Laura a de l'aura. Représentant la Guada, une femme leader. Voici Laura Georges. Bienvenue chez Skill. Oh, tu vois, je m'attendais pas. Je crois que c'était un générique pour tout le monde, mais je vois que c'est personnalisé. Merci. Très sympa. C'est toi? Laura. Bienvenue chez Skill. Merci. Il se peut que ce soit moi. Ou pas. Bienvenue chez Skill, Laura. Merci de te prêter au jeu de notre concept. Pendant notre échange, tu vas nous partager le talent qui t'a fait briller, ton skill. Aujourd'hui, notre entretien va se dérouler en plusieurs étapes. Nous allons parler de la pratique de prédilection. Ensuite, nous ferons peut-être une césure où tu vas nous donner quelques conseils pratiques. Et enfin, nous aborderons ce qui a nourri ton identité et ton engagement. Es-tu prête? Je suis prête. Ah, alors c'est parti. Dis-moi Laura, est-ce que avant tout, tu peux nous rappeler de quelle pratique sportive nous allons parler et quel statut as-tu occupé lors de ton prime? Wow. On va forcément parler du football. Moi, j'ai grandi avec le football via mon père qui jouait en football amateur et que j'allais voir tous les week-ends. Le football que j'ai pratiqué avec mes amis après les cours, c'était notre sport de prédilection. Pas forcément pour une fille dans les années 90, mais voilà, j'ai rencontré une fille dans la cour du collège et qui m'a dit il faudrait que tu rejoignes le Paris Saint-Germain. Et un an plus tard, à l'âge de 12 ans, j'intègre le club du PSG pour jouer au football. Et puis le prime de ma carrière, c'est bien ce dont on parle. Ça a été à l'Olympique Lyonnais lorsque je remporte les titres. Ça a été au moment un prime, mais ça a été aussi un moment où j'ai dû quitter le club et ça a été très dur. Ça a été une grosse déception pour moi, au moment où j'étais dans mon prime. Aujourd'hui, le football féminin, il a une hype, on est d'accord là-dessus. Mais dans les années 90, ce n'était pas forcément le cas. Tu as dit que c'est une amie qui t'a attiré dans le football. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle t'a attiré là-dedans? Qu'est-ce qu'elle a vu chez toi et pourquoi tu es resté dans le football? En fait, elle m'avait vue dans la cour du collège. Et c'est vrai que c'était rare de voir des filles jouer. J'étais la seule, je pense. Je jouais avec mes collègues de classe. Et elle connaissait mon frère. Donc, elle était dans la classe de mon frère. Et puis, elle est venue, elle me dit je vois que tu joues dans la cour. En fait, il faudrait que tu viennes t'entraîner au Paris Saint-Germain. On a une section féminine. Donc, du coup, étant à Versailles, je suis à 15-20 minutes du camp des loges. Et c'est vrai que ça m'a pris 1 an pour me prendre la décision d'aller faire les tests au Paris Saint-Germain. Et puis, j'en parle à mon père et je me dis, c'est le foot que je vais choisir parce que je ne savais pas trop quelle activité je voulais faire, mais je savais que j'avais envie de faire autre chose que d'être à la maison. Je voulais une activité sportive, être avec un groupe. Et je dis, allez, je vais faire du foot. Parce que mon père joue au foot, parce que mes amis jouaient au foot et que pour moi, c'est la meilleure manière d'avoir des conseils. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'y aller. Et tu parles de ton père. Ça m'intéresse de savoir finalement quel a été le regard de tes proches, de tes parents, de tes amis sur ce choix de sport, ce choix de vie. Alors, surtout, premièrement, c'était le choix du sport. En fait, j'ai eu aucune contrainte, aucun aspect négatif du côté de ma famille. Mon père m'a toujours soutenue et m'a toujours accompagnée à l'entraînement. Il poussait même pour que je puisse continuer à m'entraîner même pendant les vacances. Et d'ailleurs, je suis allée m'entraîner avec les garçons du PSG lorsqu'on était en pré-saison.
Et puis, je m'entraînais aussi dehors de temps en temps. En plus des entraînements avec mes amis, j'allais jouer avec mon papa. Donc, j'avais vraiment un aspect vraiment encourageant autour de moi. Je sais que c'est pas le cas de toutes les filles encore aujourd'hui, où parfois les gens peuvent se dire ouais, c'est un sport pour garçons, t'es un garçon manqué si tu fais du football. Alors que non, moi autour de moi, non, j'ai eu que des encouragements, en tout cas de mes proches, de ma mère comme de mon père. Et à quel moment, as-tu voulu faire, du football ton métier? À quel moment tu as senti que: «Ah, là, c'est là que je vais tenter quelque chose»? C'est vraiment venu tard, hein, parce que moi, à la base, le football, ça a vraiment été une passion. Après, c'est vrai que on intègre les sélections donc départementales, régionales, on se dit bah, pourquoi pas. Je me souviens encore, j'étais allée faire un stage avec l'Île-de-France et en fait, on est à Clairefontaine et je vois le château. Et je me dis, waouh, pourquoi pas? Parce que le château, ça voulait dire bah, qu'on intégrait une équipe de France. Et donc, je me suis dit, et j'étais avec des amis à moi, je dis, ah, les filles, un jour, il faut qu'on intègre le château. Ça voulait dire qu'on sera en équipe de France. Mais dans les années 90, on n'avait pas l'ambition d'être en équipe de France féminine. Moi, mes modèles, ils n'étaient pas du tout féminins. Je connaissais même pas les joueuses de l'équipe de France. Mes repères, c'était les joueurs, c'était Lilian Thuram, c'était l'équipe de France, c'était le PSG. Et c'est venu que plus tard. J'ai intégré le centre de formation, effectivement. Et après, je me suis dit, bah, j'ai envie de jouer. Et puis, j'ai été étudiée aux États-Unis. Et ensuite, notre football est devenu professionnel. Mais l'ambition, moi, j'ai utilisé le football comme un passeport, une opportunité de payer mes études et de voyager. Très intéressant. Et on va pas forcément s'étaler sur, le contenu de ta carrière. Tu as parlé effectivement de l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain aussi a fait partie de ta route, le Bayern, l'équipe de France. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est en fait, durant ta carrière, tu as eu plusieurs fois le statut de capitaine d'équipe. Et pour ceux qui ne voient pas en quoi cela consiste, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de celle qui porte le brassard dans une équipe? Alors, le capitaine, ou la capitaine, du coup, c'est la personne qui est l'intermédiaire entre son coach et ses coéquipières. C'est un peu le représentant, la représentante de l'équipe lors du match. Lorsque l'arbitre doit faire passer des consignes, le capitaine ou la capitaine est la personne référente pour prendre les consignes et les informations, que ce soit de l'arbitre, du coach ou des délégués. Et puis après, dans la vie de tous les jours, la capitaine, normalement, c'est la personne qui crée cette cohésion, qui permet de faire passer les messages au coach, d'organiser un peu la vie de l'équipe. Mais aujourd'hui, le principe de capitana, je pense c'est un représentant, c'est une référente. Mais après, dans une équipe, tu as plusieurs leaders qui sont à la fois, moi j'aimais bien dire aussi qu'il y avait plusieurs capitaines dans une équipe. Mais capitaine, pour moi, c'était pas forcément évident comme fonction. Parce que je me mettais trop de pression. À mon âge, où j'étais encore ado, ou encore durant ma carrière, je me mettais tellement de pression que pour moi, le capitanat, il me faisait pas du bien. Il me transcendait pas. Mais parce que j'avais pas assez confiance en moi et en ce que j'apportais. Pour moi, le capitaine, c'était la personne qui était technique, qui devait être tout le temps titulaire, qui devait être un exemple sur tous les points. Or, moi, voilà, de temps en temps, j'étais pas forcément à l'heure. Il y a des moments où j'étais pas titulaire. Je me sentais pas la référente au niveau tactique. Donc, en fait, je me rabaissais et j'avais pas assez confiance en ses capacités. Mais plus tard, je me dis, en fait, un capitaine, c'est juste être soi-même. Et mes forces à moi, c'était sur le terrain. Ouais, je savais que j'allais être dure, j'allais être présente, j'étais besogneuse. Et il fallait que je m'appuie sur ça. Mais qu'après, capitana, il faut pas se mettre tant de pression que ça. Il faut juste être bienveillant, disponible pour ses coéquipières, pouvoir les guider et s'appuyer sur les autres, savoir déléguer. Tu viens de nous dire que le poste de capitana, ce n'était pas forcément quelque chose d'évident pour toi. Hem, comment, comment ce manque d'évidence se manifestait dans tes pensées? Qu'est-ce que quelles étaient, les pensées que tu avais à ce sujet? Heu, les pensées peut-être limitantes? Les pensées limitantes, elles étaient est-ce que je suis légitime? Parce que pour moi, capitaine, tu dois maîtriser l'aspect tactique, la stratégie, savoir guider au bon moment, savoir dire bon, à un moment, il va falloir qu'on fasse évoluer le jeu, avoir les bonnes consignes pour ses coéquipières. Alors qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Tu as des leaders techniques, tu as des leaders de comportement,
tu as des leaders parce que sur le terrain, ils sont capitaines, parce que tu sais que sur eux, tu peux compter durant le match. Ils n'ont pas besoin d'être techniques ni stratèges. Donc, en fait, pour moi, j'étais à un moment où il fallait que je comprenne que j'avais une certaine force. Et c'était ma force avant tout, d'être un exemple pour mon équipe. Et ça, c'était déjà fort. Enfin, d'être besogneuse, travailleuse et disponible pour mon effectif. Mais moi, je me disais, non, il faut d'autres qualités encore. Et tu parles de manque de légitimité. C'est un mot qui est très, très juste. Est-ce que tu as pu découvrir peut-être pourquoi tu avais ce manque de légitimité au départ? J'ai trouvé les réponses plus tard. En fait, plus tard, tu apprends que pour savoir l'idée, il faut simplement être soi-même, il faut accepter sa force. Au lieu d'essayer de ressembler aux autres ou de se dire on est parfait, non. Il faut être OK de ne pas être parfait et de savoir déléguer. Peut-être qu'à l'époque, je n'étais pas stratège, mais j'avais d'autres coéquipières sur lesquelles il fallait que je m'appuie. Je n'avais pas besoin de tout maîtriser. Et ça, à mon époque, pour moi, il fallait que je maîtrise tout. Peut-être que j'aurais eu besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de moi pour me dire non, on prend de la hauteur, t'inquiète, t'as ce qu'il faut. Et appuie-toi sur les autres, en fait, tout simplement. Alors, qui dit poste de capitana, dit aussi transmettre un message, tu l'as dit, hein, entre l'entraîneur et l'équipe. Tu as été porteuse de messages. Est-ce que tu as apprécié cela? Et à ton avis, pourquoi justement l'entraîneur a fait appel à toi ou l'entraîneuse pour porter ce message auprès de l'équipe? En fait, au moment où j'ai été capitaine, la première fois que j'étais capitaine, je l'ai été avec l'équipe de France. J'étais très jeune. Je crois que j'avais fait une super performance lors d'un tournoi à l'étranger. Et la coach voulait voir ce que ça donnait en équipe de France A. Mais j'étais avec des filles, j'avais quoi, peut-être 18, 19 ans. Et face à moi, j'avais des filles de 30, 35 ans. Donc avoir le capitanat face à des filles plus âgées, c'était compliqué pour moi. Ensuite, j'ai eu le capitanat à Lyon parce qu'une de mes coéquipières s'était blessée gravement. Donc on l'accompagne. Donc je prends ce poste à un moment où il y avait une joueuse blessée. Je prends un capitanat où un nouveau coach arrive et je fais pas forcément l'unanimité dans mon collectif. Donc pour moi, ça n'a jamais été une évidence. Ça n'a jamais été mes coéquipières qui se sont dit c'est toi notre capitaine. C'est des gens qui m'ont fait confiance, des coachs qui m'ont fait confiance ou des coachs qui arrivaient et qui se sont dit bon, on peut s'appuyer sur qui. Moi, pour moi, le capitaine fait que ce soit que j'ai ce soutien de mes coéquipières. Il y a des moments où je ne sentais pas que c'était forcément évident avec mon collectif. Donc tu n'étais pas forcément considérée légitime par toutes, et pourtant, quelquefois tu as dû transmettre des consignes, un message. Est-ce que tu te souviens peut-être d'un moment où il y a eu peut-être une bascule entre ce doute que tes coéquipières avaient envers toi et peut-être une posture que tu as eue en tant que capitaine qui a pu peut-être inverser la tendance? Non, pas spécialement. C'est bizarre parce que autant j'ai été capitaine et en fait, lorsque je prenais la parole, je savais que malheureusement, c'était pas évident pour tout le monde de me donner cette légitimité. Mais on l'apprend en fait, on n'est pas là pour plaire à tout le monde et on ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc je prenais la parole en me disant quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses passer les consignes. Mais je me suis dit, lorsque j'aurai terminé ma carrière, je sais que les messages, je vais prendre encore plus de plaisir à les faire passer. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de passer ces messages-là. Très intéressant. Là, tu me donnes une passe décisive là. Parce que, pour parler clairement, tu as fait preuve de leadership sur et en dehors du terrain, et parmi tes faits d'armes, visiblement, tu as, milité pour une meilleure considération du football féminin dans l'un de tes clubs, entre autres le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu peux, nous rappeler un petit peu le contexte de cette voix, que tu as pu, élever pour, peut-être défendre une cause? Tu te souviens de cette période-là? Je me souviens d'un moment précis. Après, c'est vrai que j'étais sollicitée par les médias. Il y avait les 24 heures du sport féminin. À l'époque, c'était Laura Flessel qui était ministre des Sports. Elle m'avait sollicitée pour être une des référentes, une ambassadrice de ce programme. Et j'avais fait avec grand plaisir. Et donc, on pose forcément des questions sur
comment on voit l'évolution du foot féminin, comment on explique le fait qu'on est invisibilisé. Donc forcément, dans les médias, je prenais la parole. Après, il y a eu une situation avec le Paris Saint-Germain, un article qui est sorti qui remettait en cause l'absence du président du club au match de l'équipe féminine. À ce moment-là, j'ai tout de suite compris qu'en fait, à un moment, il fallait être très juste dans sa parole et que les médias qui suivaient le foot féminin ne maîtrisaient pas tout, ou en tout cas l'interprétaient d'une manière à se dire les filles, elles se plaignent, les dirigeants ne sont pas là, alors que le message, il n'était pas du tout là. Lorsque je donne un article je sais plus, on dirait, je vais pas citer le nom du journal, mais c'est vrai que j'ai face à moi un journaliste qui veut me parler de l'Olympique Lyonnais, du Paris Saint-Germain, qui compare un président, Jean-Michel Aulas, qui est là depuis des années dans le football féminin, qui compare à Nasser Al-Khelaifi, qui vient chapeauter ces différentes équipes, mais qui en même temps a tellement de fonctions aussi ailleurs, et puis qui me parle de différents sujets un peu touchy dans le football féminin. Donc à ce moment-là, je suis face à quelqu'un qui est en train d'essayer de faire du buzz sur ma discipline. Et à partir de cet article, ça a fait parler. Et après, j'ai repris la parole derrière en me disant, en faisant passer certains messages. Et au bout du compte, on avait compris que j'étais là pas pour revendiquer et critiquer, mais plus pour dire on a besoin de soutien. Et que effectivement, il faut que les leaders aussi accompagnent la pratique. Donc en fait, tu as utilisé une opportunité qui aurait pu mal tourner, un bad buzz tout simplement, pour finalement réadresser des éléments de langage peut-être plus ajustés. Et c'était quoi du coup précisément cette cause? Est-ce que tu peux être un peu plus précise par rapport à ce que tu as pu transmettre comme message? En fait, on me pose souvent la question, qu'est-ce qui manque au football féminin? Comment on fait pour que le football féminin intéresse plus les gens? Malheureusement, les gens ont beaucoup de biais. J'entendais beaucoup de journalistes me dire oui, il faut que les filles elles soient beaucoup plus féminines. Est-ce qu'il faut passer par une autre tenue vestimentaire? Est-ce que les filles, il faut qu'elles soient beaucoup plus jolies? En fait, on se rend compte que les gens qui retiennent la pratique, que nos joueuses, en fait, il faut du niveau. Moi, lorsqu'on me parlait encore de Marinette Pichon, on retenait quoi? Son talent. Et c'est le talent que les gens retiendront au bout du compte. Les gens respecteront notre discipline par la qualité de notre jeu. Et puis aussi, on sort de l'idée de se dire qu'il faut se comparer aux hommes. Je dis, on n'est pas là pour se comparer. Et on n'est pas là pour dire, oui, les garçons gagnent plus d'argent. On ne va pas se plaindre pour ça. Mais par contre, on va faire valoir qu'effectivement, il y a des filles qui s'investissent, il y a de la passion. On a besoin de soutien. On a besoin que les médias se disent, oui, on va aller couvrir les matchs. Oui, on va aller s'intéresser aux filles, à leur parcours, à leur histoire. On va s'intéresser à tous ces gens, tous ces bénévoles qui sont investis dans le football féminin. Et puis, on a besoin de médias qui soient beaucoup plus précis sur le contenu et pas sur les histoires, sur les ragots. On veut des gens qui s'intéressent aux gens. Parce qu'en fait, le foot féminin fait passer des messages pour nos jeunes filles, pour nos jeunes garçons. Il ne faut pas juste le voir le sport pour le sport. Il y a des messages qui sont délivrés, des messages positifs, d'abnégation, de résilience. Il y a des belles histoires à raconter. C'est très intéressant que tu mettes le doigt sur finalement le traitement du corps féminin qui devient un enjeu alors que vous voulez juste mettre en avant une pratique sportive. Quel regard tu portes sur ce traitement-là? Donc, qui dit sport féminin dit forcément il faut que vous soyez belle et attractive. Qu'est-ce que ça en dit pour toi, la société d'aujourd'hui? Ou quel est ton regard sur ça? Je me dis, ça va, ça évolue. Parce que quand je vois que certaines filles, on a différents quand même visages pour représenter la pratique féminine. Même si on constate quand même que l'esthétique fait que les gens vont être plus intéressés par certaines joueuses. Mais je me dis que je vois des personnalités qui dégagent et qui sont suivies parce qu'elles ont des choses à dire.
Et là, je me dis, les médias, dès lors qu'ils vont s'intéresser aux messages, aux gens qui font passer des messages, qui sont à travers des causes, on dit voilà, la parité, les salaires, faire évoluer les salaires. Quand je vois que ça évolue aux États-Unis grâce à Megan Rapinoe, quand je vois que des filles créent leur propre boîte de communication, je me dis que ça fait. Les gens se disent ah ouais, au fait, ouais, les filles, elles font le boulot, elles ont des choses à nous raconter. Et puis même, elles se disent, bah, si vous n'êtes pas prêts, nous, on va faire le boulot. On va diriger nos propres projets. Moi, c'est juste pour la jeune génération où j'ai un peu peur. Parce que si aujourd'hui, on met en avant certains profils basés sur la beauté, sur l'esthétique, je me dis, mais c'est pas la réalité de tout le monde, en fait. Et je veux surtout pas que les petites filles, elles se disent, bah, c'est pas pour elles. Ou pour réussir, il faut être belle. Mais il y a de tout. Il y a des beaux profils en équipe de France, dans les différentes sélections, qui montrent bien qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas forcément besoin de beauté pour réussir. Et qu'aussi la personnalité fait qu'on peut réussir aussi à s'imposer dans notre discipline. Et puis le football, c'est pas que de l'élite. Tu parles de personnalité et ça m'intéresse un peu de savoir finalement, dans ta personnalité, d'où est-ce que tu tiens ce réflexe d'engagement en fait, voilà, d'élever la voix pour une cause, qui t'est chère? Parce que peut-être que plusieurs d'entre vous ont fait le même constat que toi, mais je crois que toutes n'ont pas, forcément pris la parole comme toi. D'où est-ce que ça te vient cet élan de t'engager comme ça? Hum, je dirais simplement de remercier les gens, en fait. Lorsque je prends la parole, en général, c'est souvent lorsque j'étais à la fédération ou lorsque je suis sollicitée par les médias. C'est simplement, moi, de m'assurer que ce que j'ai vécu ou ce que j'ai pu voir, ça se réitère pas pour les autres. Que les jeunes filles ne soient pas critiquées pour leur apparence, que les jeunes filles puissent comprendre que, quelle que soit leur, leurs orientations, que quelle que soit leur personnalité, elles ont leur place aussi à jouer. Là, c'est lorsqu'on me donne la parole. Mais moi, mon engagement, il est souvent auprès des clubs, auprès de nos dirigeants et de nos dirigeantes. Lorsque j'étais à la fédération, parce qu'on a un enjeu d'avoir beaucoup plus de femmes dirigeantes à des postes à responsabilité. Donc moi, c'est de leur donner de la considération et de leur dire, au fait, vous n'avez pas besoin d'avoir fait une grande carrière, vous n'avez pas besoin d'avoir joué au football pour être investi dans notre football. Moi, je veux que les hommes et les femmes se sentent légitimes d'être là parce qu'ils ont à cœur d'accompagner notre discipline, de se battre pour faire avancer la cause du football féminin. Et tu as dit que tu t'es engagé justement pour que la génération à venir n'ait pas à vivre les mêmes écueils que tu as vécu. Heu, est-ce que toi, justement, par rapport à ta condition, il y a une situation qui t'a personnellement, challengé, qui t'a fortement interloqué? Est-ce que tu pourrais nous partager une situation où tu te dis: «Non, là, c'est pas normal et plus tard, je veux que ça change»? Euh, j'ai pas une situation bien particulière, mais régulièrement, je vois dans les médias des femmes qui sont pas prises au sérieux parce que pour par rapport à leur orientation sexuelle, où on leur dit mais en fait elles n'ont pas leur place sur le terrain. Euh, lorsque je vois que on oublie de penser aux femmes pour certains postes, généralement on va se dire bon ben je pense à une connaissance à moi, mais souvent ce sont des hommes. Et je dis oui, mais il y a des femmes aussi qui ont des compétences, qui devraient rentrer dans cette commission. Lorsqu'on cherche à mettre un entraîneur ou une entraîneuse, on va forcément penser à un homme. Et je me dis, oh, non, il y a des femmes qui se forment, il y a des gens qui font du boulot, il faut surtout pas les oublier. Il y a des batailles en interne qui sont... c'est pas forcément des batailles, mais c'est en tout cas surtout rappeler aux gens, je dis, n'oubliez pas. Il y a des gens qui font du boulot, il y a aussi des femmes, on veut développer la discipline, il y a des gens qui travaillent. Et il faut leur donner leur chance. Parce qu'on peut faire tous les beaux programmes, mais lorsque les postes à responsabilité peuvent être pris, ne surtout pas oublier les femmes, en fait. Mm. Apparemment, au niveau de la pratique du football en France, je crois qu'il y a beaucoup plus de praticiens, masculins que féminins. Est-ce que, ça ne reflète pas non plus, du coup, une proportion, dans les instances? Et est-ce que, du coup, je me permets de provoquer un peu, finalement, c'est pas normal qu'il y ait peut-être,
plus d'hommes que de femmes dans ces instances? Hem, pour moi, la question est surtout: est-ce que les femmes, sont encouragées à avoir ces postes? Est-ce que les femmes sentent qu'elles peuvent postuler? C'est surtout ça. Je suis pas pour dire: «Oui, il faut absolument avoir un nombre, avoir ce nombre-ci ou ce nombre-là». Je me dis: «Est-ce que les femmes sont au courant qu'elles peuvent postuler? Est-ce qu'on les encourage à postuler et est-ce que, elles ont des opportunités?» C'est les questions que je me pose et lorsque je vois les programmes que la fédération a développés, et j'étais encore à la fédération à ce moment-là, je me dis qu'on les a formées. Il y a eu le programme des 100 femmes dirigeantes. Heu, Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on va continuer à leur donner des opportunités? Que ce soit dans les commissions, dans les postes à responsabilité, dans les postes, de direction des clubs, des fédérations. C'est là où on a aussi besoin d'avoir des femmes qui puissent leader les programmes. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois justement, une femme avec un potentiel qui n'a malheureusement pas accès à un poste auquel elle pourrait prétendre? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait naître en toi comme ressenti? J'ai pas forcément de ressenti, moi je veux juste savoir si, en tout cas, si elle a une problématique, j'espère qu'elle est pas de l'ordre, «J'ai pas eu ma chance» ou «Ils ne m'ont pas encouragée» ou en fait, «Ils ont pas voulu de moi». Là, c'est difficile. Parce qu'après on peut pas forcer, quelqu'un à aller prendre une position, à vouloir une position. Il faut vraiment que ça vienne de ces femmes-là. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'elles se sont senties légitimes? Est-ce qu'elles se sont senties encouragées? Et est-ce qu'elles ont eu l'opportunité? C'est surtout ça, le questionnement. Très bien, Laura, on arrive à la césure déjà. On va se retrouver dans quelques instants et je te remercie beaucoup de nous avoir partagé, tout ce qui était attrait à finalement, ton engagement et tes expériences, par rapport à la pratique du football. Mais le reste arrive. À tout à l'heure. Moi-même, je l'ai vécu. Il y a cette notion de stress. Donc ça, c'est une réalité pour toute personne dans la vie de tous les jours. Alors le stress, tu vois, souvent, pour moi, mon cœur qui battait fort, les mains un peu moites, beaucoup de réflexions. Déjà, en fait, le stress, c'est quoi? Il y a l'état physique, mais c'est aussi un rappel pour dire en fait qu'on est vivant, parce que le corps réagit pour gérer ce stress. L'aspect physiologique, donc physiquement, comment je fais pour descendre ce stress? Donc il y a tout un travail de souffle, on me demande de prendre le temps de respirer. Et puis après, mentalement, de me dire, ok, je suis stressée, c'est normal, c'est humain. Je ne suis pas la seule à ressentir ça, donc il faut se dire que c'est ok, on est en vie. Mais le but, c'est de jouer, c'est de prendre plaisir. J'ai une prise de parole en public. Je suis là pour vous enseigner quelque chose, pour partager une expérience. Et je suis contente de partager ce qui va pouvoir vous aider. Me donner un objectif et les raisons pour lesquelles je suis là me permettent de mettre ce stress de côté. En fait, la notion de plaisir, elle est importante pour mettre le stress de côté. Nous voilà de retour, Laura. J'espère que pour l'instant, tu te portes bien avec nous? Ça va, on verra la suite. Aïe, 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 la pression. Laura, écoute, sur le plan sportif, est-ce que tu peux juste nous rappeler, pour quelle qualité tu étais reconnue? J'aimerais savoir pourquoi est-ce que les recruteurs ont mis un billet sur toi? Qu'est-ce qui a fait qu'on avait besoin de toi? Je dirais que ma principale force, c'était, mon engagement et le fait que j'allais au contact. Voilà, j'étais dure sur l'adversaire. Ça, c'était une de mes forces principales et puis c'était l'endurance également et la vitesse, je dirais. Excellent. Et quel était ton rapport justement, à l'effort, à l'endurance, au contact? Qu'est-ce que tu ressentais, au niveau physiologique, mental quand tu étais dans cet effort-là? En tout cas, je me disais que cette force-là, je pouvais vraiment la mettre au service de mon équipe. Il faut savoir que le football français féminin était connu pour être très technique et au niveau athlétique, les gens se disaient: «Bon, les Français, c'est technique, mais moi, je me disais: «Bon, les filles, au pire», je me disais ça, hein, «au pire, athlétiquement, je pourrais vous aider, ouais. Je pourrais mettre le pied et j'ai pas peur pour ça». Et justement, la rumeur dit que, tes propres coéquipières
des fois, avaient peur d'aller au duel avec toi et qu'à l'entraînement, on te demandait souvent de lever le pied. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et ça m'a causé beaucoup de tort, hein. J'ai eu pas mal de problématiques avec mes coéquipières qui se sentaient agressées, qui me disaient: «Ah mais c'est pas la coupe du monde». Donc ça a été dur pour moi. J'étais un peu esseulée de temps en temps par rapport à ça parce que, je mettais le pied et ça m'a valu des remarques désagréables. Ça a été compliqué et j'ai beaucoup douté de moi et de me dire: «Mais mince, est-ce que je suis au bon endroit?» De me dire: «Mais c'est pas pour moi en fait, puisque j'ai été critiquée parce que j'étais trop agressive». Et c'est que plus tard que j'ai appris que c'était ma plus belle force. Mmh. Et comment tu vivais ces moments de critique? Puisque tout à l'heure, tu nous as dit effectivement que même en tant que capitaine, tout le monde, n'était pas forcément pour que tu aies ce rôle-là et là, tu viens de nous dire que, par rapport à tes aptitudes physiques, ça pouvait poser problème. Tu nous parles un peu d'isolement. Comment tu as vécu cette période-là? Elle a pas été facile. Elle a pas été facile parce que même je me disais: «Mais en fait, c'est quoi mes forces?» Donc c'est un moment de doute, je suis adolescente et je me dis: «Waouh, c'est beaucoup à la fois. En fait, je suis là pourquoi? Est-ce que c'est fait pour moi le haut niveau?» J'avais même eu une complication avec un de mes coachs qui me dit: «Mais tu as rien à faire au centre de formation». Donc quand on a tout ça, on se dit: «Mais en fait, on est quoi?» Et c'est que plus tard, c'est que lorsque je pars aux États-Unis où je suis accompagnée par un psychologue du sport et je lui dis: «Bah, en fait, moi j'ai envie d'être beaucoup plus technique». Mais après il me rappelle une chose simple, il me dit: «Mais en fait toi tu veux être quoi? C'est toi qui vas décider». Dès lors qu'il me dit ça, c'est là où je me dis: «Oui en fait, c'est moi qui vais décider». C'est pas quelqu'un qui va me dire: «Non, tu es pas technique». Bah, je vais travailler. Mais il me dit: «Par contre ça c'est ta force là, d'être athlétique, donc ça il faut le garder». Et c'est en étant moi que j'ai continué à progresser. Moi, ma force, c'était d'être puissante, d'être costaud, d'être présente. Et après, il fallait que je cultive à côté la technique, les choses simples. Il fallait que j'apprenne à être moi-même. Et là, ça allait être, j'allais vraiment prendre de la force. Et tu sais, souvent, on a tendance à juger une personne en fonction de ses attributs visibles. Comment est-ce que, alors tu t'es décrite parfaitement, mais comment est-ce que la Laura de l'époque était décrite par les autres? D'un point de vue global, tu vois? Peut-être l'aspect physique, mais aussi l'aspect personnalité. À l'époque, comment est-ce qu'on te décrivait? Je sais pas, parce que j'ai eu des remarques un peu désobligeantes. Bon, on me le disait pas forcément face à face, hein. Moi, je sais que j'étais à l'écart, en centre de formation, mais comment on devait me dire, que j'étais à part, que je faisais mes trucs à côté. Moi, quand j'allais à l'école, on me disait: «Ouais, mais t'es, toi, tu après les profs, en fait». Donc c'était beaucoup de petites remarques, négatives, pour me dire: «Mais, tu différente, en fait». Ouais. Donc d'un point de vue, caractériel, c'est ça? Heu, non, pas par rapport au caractère, mais c'est vrai que je parlais pas trop devant les gens et j'aimais pas les ragots. Donc j'étais souvent à part et la manière dont je parlais, c'était le terrain. Et donc quand tu es agressive, bah, les gens, ils te voient comme agressive ou autre, mais sûrement je devais être perçue comme timide, à l'écart, je sais pas trop. Faudrait que je demande aux filles, en fait. Et dans ces rumeurs ou ragots, tu parles d'être considéré comme quelqu'un d'agressif, donc sur le terrain, Sur le terrain. heu, d'être un peu bizarre puisqu'elle est seule, elle parle pas et cetera. Est-ce que toi, tu étais en accord avec cette image de toi qui était projetée ou de ce que les gens percevaient de toi? Est-ce que tu étais en accord avec ça ou pas? Déjà, je pense pas qu'on m'appelait bizarre. Non, j'étais pas d'accord. Elles avaient leur avis. Moi, je les voyais plus comme, heu, elles avaient leur avis. Je voyais vraiment que fallait que moi, j'avais appris très vite, hein, à pas vouloir plaire aux autres. Quand on est adolescent, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que lorsqu'on est on vit en groupe, parce que je parle de centre de formation, pour que ça se passe bien, il faut être dans un groupe. Mais moi, très vite, je me suis dit: «Au fait, le groupe, c'est le groupe, mais moi, si ça me va pas, si c'est pas mes valeurs, je vais pas être dans ça». Et je dirais que ça a été une force, parce que très vite, je me dis: «C'est ma carrière, c'est moi. C'est pas ce que les gens veulent et ou en tout cas, je vais pas suivre pour suivre. Si ces valeurs, je les retrouve pas, je vais pas aller dans ça». C'est à ce moment-là aussi où moi, je décide de quitter la France pour aller jouer aux États-Unis, parce que j'ai envie de vivre autre chose. Parce que j'étais cataloguée comme une joueuse agressive
et autres. Et je me suis dit, non, je peux pas rester en France, c'est trop compliqué pour moi. Et donc, si je comprends bien, heu, ce décalage de perception que tu as subi, toi, ça t'a invité à aller voir un petit peu ailleurs aux États-Unis, comme tu l'as dit. Heu, Qu'est-ce que tu as pu trouver dans ce nouveau contexte qui t'a donné peut-être une autre image de toi dans les feedbacks que tu avais autour de toi? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris sur toi? Donc si ce n'est avec le psychologue du sport, mais peut-être aussi dans la systémie des relations que tu avais avec les gens? En fait, je vais aux États-Unis, j'ai un autre regard sur moi. Les gens, ils me voient comme waouh, la joueuse française vient nous apporter son expérience. J'étais en équipe de France déjà, à l'âge de 16 ans, 17 ans. Quand je vais aux États-Unis, j'ai 19 ans, j'ai 18, 19 ans. Donc, eux, ils me disent waouh, c'est génial, on a une Française qui vient nous apporter son expertise. Donc, le regard, il est totalement différent. Et c'est là où je me rends compte que j'avais besoin de soutien. Et les Américains, en fait, ils me donnent de la force en me disant nous, on a besoin de toi et on reconnaît tes compétences. Donc la confiance, elle est totalement différente. J'ai des gens qui me disent qu'ils ont besoin de moi. Ils ne me voient pas, ah ouais, la joueuse, elle n'est pas technique, elle est athlétique. Ils ne me voyaient pas comme ça. Ils me voyaient la joueuse qui allait faire la différence. Donc moi, je suis dans un état d'esprit où je suis dans un environnement bienveillant aussi. Et effectivement, je vois de temps en temps le psychologue du sport avec lequel je lui dis oh, c'est compliqué lorsque je reviens en sélection. On me voit trop athlétique, mais moi, je veux pas de ça, en fait. Et là, il me dit non, il faut que tu saches, en fait, c'est quoi tes capacités. Mais au fait, t'es qui et qu'est-ce que tu veux devenir? Et c'est là où je fais ce travail sur moi-même et je me dis ouais, au fait, je veux faire quoi du football? Et quelle joueuse j'ai envie d'être? Donc on a eu Diana ici il y a pas très longtemps qui nous disait que, justement, dans le contexte, qu'elle a vécu, dans un contexte de sport féminin, qui est, pour le coup pas forcément plébiscité aussi, alors que c'est peut-être là qu'on devrait trouver de la solidarité ou de la sororité. C'était un contexte où il y avait peut-être des fois des tensions, où on pouvait, voilà, avoir une ambiance pas forcément des plus joviales. Et comment tu expliques ce paradoxe? Puisque la logique pourrait prétendre que, bah, voilà, puisqu'on est invisible, autant serrer les coudes. Et pourtant, c'est là où le bas blesse en termes de solidarité, en tout cas dans l'expérience que tu nous rapportes. En tout cas, tu es dans un sport d'équipe, donc forcément, pour le regard extérieur, tout le monde est solidaire avec la même cause. Mais tu es dans un sport équipe où chacun a ses objectifs également. Et encore, nous, à l'époque, il n'y avait pas tous les enjeux de sponsors, il n'y avait pas toute cette visibilité médiatique avec ces enjeux effectivement de sponsors ou autres. Mais il y a de la concurrence. Il y a des joueuses qui sont au même poste. Nous, je commence à vivre la professionnalisation. Donc, il faut gagner sa place. Il faut y rester. Et puis après, tu as des groupes. Il y a des amis qui ont des amis. Et toi, tu prends peut-être la place d'une copine. Et que tu n'as peut-être pas le même âge. Donc, c'est vrai que la solidarité, elle n'est pas forcément là, elle n'est pas forcément inculquée. Et puis, parfois, tu as tes coachs qui prônent pas, en fait, forcément la solidarité, mais qui sont plus à dire, en fait, soyez performante, parce que si vous n'êtes pas performante, c'est la fille d'à côté qui prendra votre place. Donc, parfois, tu n'as pas les gens qui mettent les ingrédients pour que ce soit l'environnement solidaire. Pourtant, pourtant, dans les représentations qu'on a, de la figure féminine, la figure maternelle, la figure, réconfortante, ça peut être, surprenant de constater, autant d'enjeux relationnels et autant d'intensité ou de pique ou de concurrence. Est-ce que je me trompe en faisant cette analyse ou pas? Bah, une femme, c'est un être humain. C'est surtout ça. Malheureusement, les gens se disent, les femmes, elles doivent être beaucoup plus maternelles, beaucoup plus dispo. Non, c'est l'éducation qu'on a. Certains, on a chacun une éducation, un vécu, une histoire. Certains sont bienveillants, certaines ne le sont pas. Certaines sont très solidaires, certaines ont besoin d'être en groupe, certaines aiment être solidaires. On a chacun un vécu lorsqu'on rentre dans une équipe. Et ce serait biaisé de se dire, les filles, forcément, elles sont douces, elles sont gentilles. Et non, les compétitrices aussi, on peut être bienveillante, comme certaines disent, non, j'ai pas besoin de ça. Moi, je veux juste de la performance. J'ai besoin d'avoir un regard dur, j'ai besoin d'avoir un... On a chacun une histoire différente.
Et dans la suite de ton parcours, en fait, tu t'es beaucoup investi dans plusieurs instances de la Fédération française de football. Est-ce que tu peux nous expliquer, quel était un peu ton rôle? Alors mon rôle, lorsque j'entre, à la fédération, c'est d'être, ambassadrice de la coupe du monde, 2019. Il y a ça. À côté de ça, je suis, sur le développement de l'arbitrage féminin. C'était un sujet que peu de personnes voulaient prendre parce que c'est particulier. L'arbitrage, c'est une famille particulière. On est au moment où le football féminin se développe bien, mais l'arbitrage est en marge. Et c'est un sujet où je me dis: «Ben, on va y aller» parce qu'il faut aussi accompagner ces arbitres. Et je trouve une passion, en fait, pour l'arbitrage parce que c'est une fonction tellement importante et riche. On parle de leadership. On apprend à des jeunes filles à se dire à un moment: «Ben, en fait, comment je me fais respecter? Comment je manage autour de moi?» Parce que l'arbitrage, il est très critiqué, mais pour prendre un sifflet et gérer une équipe, des équipes, un stade, une atmosphère, prendre des décisions. Lorsqu'à la fin d'un match, on est fatigué, on a le brouillard devant les yeux, savoir prendre la décision juste. Aujourd'hui, il y a la VAR, donc il faut aussi savoir maîtriser à quel moment je l'utilise ou je l'utilise pas. L'arbitrage, c'est une fonction à connaître. Et j'invite tout le monde à découvrir cette fonction. Et moi, ce qui m'a intéressé lorsqu'on fait pour l'arbitrage féminin, c'est qu'à un moment, les petites filles, elles prennent cette responsabilité de se dire celles qui vont gérer. Lorsqu'une petite fille vient me dire: «Madame Georges, comment je fais pour me faire respecter?» Je me dis: voici les bonnes questions qu'une petite devrait se poser. Devrait se poser. Au lieu de se dire: est-ce que je suis belle, je suis pas belle? Mais de se dire: comment je me fais respecter? Comment je fais en sorte que ça fonctionne? Et là, je me dis: voilà pourquoi l'arbitrage, il est intéressant et il est important. Donc ça a été une de mes missions. Et ensuite, j'étais sur les relations internationales. Comment faire briller l'image du football français à l'international? Les échanges que l'on a avec les pays, au niveau du coaching, les collaborations avec les ambassades qui veulent développer le football féminin. Laura, c'est très intéressant parce que c'est la deuxième fois où justement, tu mets le doigt sur, heu, le rapport, à l'image physique de la femme par rapport à ses compétences. Tu vois? Il y a ça revient souvent dans ce que tu dis et par rapport justement à l'image que les gens avaient de toi sur le terrain, est-ce que tu penses que l'on t'attendait vraiment dans ce genre de posture, dans ces instances? Ça dépend qui. Ouais, ce serait intéressant de parler à mes coéquipières. Elles me disent: au fait, est-ce que vous êtes étonnée que Laura soit dans les institutions? Je pense pas qu'elles soient trop étonnées. Parce qu'on a eu des moments en club et notamment l'Olympique Lyonnais où on a dû avoir un aspect un peu politique. On a dû défendre nos droits au tribunal. Et je représentais l'équipe à ce moment-là, parce qu'on a été disqualifiés à la Ligue des Champions. Donc non, je pense pas qu'elle doit se dire qu'elle soit étonnée. Pourtant, lorsque je regarde un petit peu, ces instances-là, je ne vois pas beaucoup de personnes de ta typologie. Pour parler français, je vais dire, voilà, je ne vois pas beaucoup de femmes, noires, heu, d'autant plus, avec, justement ces préjugés sur, bah, voilà, Laura, c'est physique et puis c'est tout, tu vois? Je grossis le trait. Je vois pas beaucoup de personnes, de ta typologie dans ces instances. Heu, donc je répète cette question. Est-ce que tu penses qu'on t'attendait là-bas par rapport à ces préjugés qu'on pouvait avoir sur toi auparavant? Là, je parle pas forcément de tes coéquipières, hein. Je sais pas si on m'attendait, parce qu'en fait, dans les comités exécutifs, tu n'as pas de sportif de haut niveau. Ou du moins, la dernière femme qui était au comité exécutif, qui était sportive de haut niveau, qui était secrétaire générale, c'était Brigitte Henriques, qui était une ancienne internationale. Bon, là, on a quelques anciens joueurs professionnels qui sont aujourd'hui présidents ou qui sont au comité exécutif, joueuses qui sont au comité exécutif, mais qui ont eu ma carrière, qui ont joué dans des clubs pro, non, ou pas encore. Parce que le but, c'est vraiment que les anciens joueurs, anciennes joueuses qui ont aussi envie, hein, puissent se dire que eux aussi ont leur place dans un comité exécutif ou en tout cas ont envie d'intégrer les postes à responsabilité. C'est ce que je souhaite. Encore une fois, là, tu es une pionnière et je salue cette posture.
qui peut-être va ouvrir des portes à certaines comme tu le souhaites. Euh, c'est intéressant de faire maintenant le miroir avec cette époque où tu étais un peu plus jeune, 19-20 ans, tu te cherchais au niveau identitaire, etc., le regard des autres dans les équipes, etc. Et cette nouvelle étape où tu es aussi dans une équipe, une institution, une commission, mais par contre, tu es passé par peut-être cette quête de soi qui a trouvé du sens aux États-Unis, tout ce que tu nous as raconté. Comment, du coup, dans les instances, cette fois-ci, tu vis ta relation au groupe? Comment, est-ce que tu as senti une différence par rapport à l'époque où tu étais un peu plus jeune? Mmh, la différence, c'est que je suis avec des gens bien plus mûrs que moi. Donc c'est des gens, 50, 60, 70 ans qui sont dans le comité exécutif. Donc les profils sont divers, chef d'entreprise, président de club, femme dirigeante impliquée dans les clubs. Donc je suis une jeune parmi des gens d'une autre expérience. Donc c'est différent. J'ai pas eu de problème de légitimité parce que je me suis dit que j'arrivais avec ma personnalité, avec mon envie de redonner ce qu'on m'avait donné sur le terrain. Et j'arrive à un moment où on est sur la promotion de la Coupe du Monde 2019. Donc je me dis, c'est totalement dans mes cordes et c'est ce que j'aime, accompagner les gens, leur donner de la considération, leur donner de la force. Après ma carrière, ça a été le poste idéal. Tout ce que j'avais appris du football et tous les gens que j'avais rencontrés, ensuite, c'était d'aller sur les territoires et de leur donner de la force. Entre autres, ça faisait partie de mes rôles et pour moi, j'étais dans ce que je sais faire. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression aussi que dans cette nouvelle place, tu n'étais pas forcément, pour le coup, une menace en termes de concurrence pour d'autres ou en tout cas, si je fais le parallèle avec ta carrière sportive, heu, on n'allait pas te reprocher peut-être trop durement d'avoir, un tacle appuyé ou peut-être une parole appuyée, je sais pas. Comment est-ce que tu as vécu, oui, cette relation aux autres par rapport au regard qu'ils avaient sur toi surtout? Ça n'a pas été forcément évident avec tout le monde. Il y a eu certains caractères qui avaient des remarques désobligeantes. Je vais pas l'oublier. Mais les gens, en général, étaient bienveillants. Et en fait, très vite, lorsqu'on a fait une carrière de joueuse sportive de haut niveau, et en ayant évolué avec un groupe féminin, on sait quels sont certains enjeux. Il y a de la concurrence pour certaines personnes. Mais en général, j'étais avec des gens bienveillants, des gens qui me respectaient aussi parce que j'étais joueuse professionnelle. Et forcément aussi, on me questionnait en se disant, mais elle était joueuse, mais maintenant il faut prouver sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas de jouer au foot pour être dans un comité exécutif. Donc moi aussi, j'étais en train de grandir dans le poste. J'avais beaucoup à apprendre. Mais par rapport à ma carrière, je me disais, je ne vais pas jouer un rôle. Ma force, c'est d'être sur les territoires et d'être à l'écoute et de donner cette considération. Utiliser mon titre de secrétaire général, l'utiliser sur le territoire. Et tout à l'heure, tu me parlais du fait que dans tes relations étant plus jeune, tu étais un peu plus, voilà, tu parlais pas trop, tu allais pas participer aux rumeurs, tu étais un peu en retrait et puis je te sens aussi très observatrice. Heu, dans la vie d'une instance justement, d'une réunion lambda, j'imagine que ces qualités, elles ont dû te servir. Lorsque notamment on doit attendre un peu son tour dans la prise de parole, parler au bon moment pour faire entendre sa voix, peut-être faire preuve de synthèse. Raconte-moi un peu comment, ce nouveau, travail d'équipe a pu, mettre en évidence des qualités peut-être que tu ne soupçonnais pas? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'au vu de ma personnalité et de mon tempérament, eh bien, parfois, en étant joueuse, lorsque je suis dans le board, il y a des moments où j'allais rapidement, ça c'est le manque d'expérience, d'aller rapidement en fait sur des interventions. J'étais pas d'accord, là j'allais. Et après, avec l'expérience, on se dit, non, t'écoutes, tu prends le temps, laisse les gens parler, ils amènent leurs solutions, et ensuite, s'il y a quelque chose qui manque, là tu rajoutes. Mais il y a des moments où je suis allée assez rapidement sur des sujets, où les gens m'ont perçue comme hystérique. C'est souvent ce qu'on dit, oui, lorsqu'une femme prend la parole, on dit, ouais, mais doucement. Parce qu'il y a des choses qui font tilt. Et je me dis, non, je peux pas laisser ça.
Mais après, avec l'expérience, tu te dis, il n'y a pas besoin d'aller au contact. Doucement, attends. Attends, prends le temps, et là, tu poses, et là, tu places. Puis, entre-temps, j'ai fait du coaching, je me suis formée coach, et là, après, tu apprends. À un moment, tu écoutes, et après, si tu dois informer, faire passer un message, il y a une règle simple. Tu parles de faits, des choses concrètes, pour que personne ne prenne les choses personnellement ou autre. Et tu expliques. On appelle ça de la communication non violente. Et ça se maîtrise, hein, ça s'apprend. Ça, c'est l'expérience. Mais la joueuse, quand elle arrive au comité exécutif, elle voit quelque chose qui ne va pas, elle va le dire. Vraiment, il faut... Et puis, parfois, ce n'est pas au comité que tu dis les choses. C'est dans d'autres réunions. La communication non violente, je pense que elle a tout son sens aujourd'hui dans notre époque, avec les réseaux sociaux, avec, oui, la manière dont nos pensées peut-être sont polarisantes, dont on s'affronte un peu à l'emporte-pièce. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment une opposition entre celles qui pouvaient aller rapidement au tacle ou en intervention, et puis, justement, celle qui a su temporiser ses prises de parole. Euh, Quelle est ton identité aujourd'hui? C'est qui, Laura? Est-ce que c'est celle qui tacle, celle qui se lève, ou c'est celle qui écoute, celle qui est en retrait, qui analyse? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça? C'est difficile de dire pour moi, mais ce qui ne change pas, c'est mon enthousiasme. Mon enthousiasme, il est toujours là. Laura, elle est enthousiaste. Enthousiaste des projets, elle est enthousiaste de partager. Ça, c'est une des choses que j'adore. Je me sens un peu entre parenthèses pour le moment. Mais ce qui me donne énormément d'énergie, c'est de partager mon expérience auprès des plus jeunes, auprès des gens d'expérience. Je suis observatrice, mais en même temps, j'aime aussi l'idée, parler, partager. Mais c'est vrai que je pense que Laura, elle sera différente si elle venait à rentrer dans un board. Ouais. J'aborderais les choses différemment, avec l'expérience que j'ai eue à la fédération. Et puis, c'est bien aussi pour moi de prendre ce retrait. C'était aussi un moment pour moi de me dire, en fait, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai appris de la fédération? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter? Parce que quand on est dedans, bah, il faut aussi penser à soi et se dire, en fait, qu'est-ce que j'apporte concrètement? Et là, en prenant ce recul, bah, je vois un peu mieux. Je comprends un peu mieux ce que je peux réellement apporter pour le football, pour les gens qui sont autour de moi. Et justement, aujourd'hui, tu n'es plus dans les instances, et tu souhaites apporter dans le football ou à autrui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement tes perspectives? Euh, j'ai envie de comprendre un peu ce qui nourrit justement ton dynamisme, ton enthousiasme que tu as cité tout à l'heure. C'est quoi tes projets aujourd'hui? Les projets sont toujours dans le partage. Là, je suis en train de finaliser un projet pour accompagner des femmes aux Antilles. Voilà, prochainement, ça va sortir. Et ça me donne énormément d'enthousiasme. Voilà, j'ai un accompagnement qui fait sens et dans lequel je crée, où je me dis voilà comment je vois les choses pour aider les femmes à grandir dans leur poste à responsabilité. Il y a la partie un peu plus personnelle où je suis en train de construire sur moi quel message je veux délivrer en conférence pour accompagner des femmes qui sont à des postes à responsabilité ou simplement des gens qui ont besoin d'être inspirés. Inspirés pour oser plus grand ou simplement d'inspiration pour se dire qu'ils ne sont pas tout seuls et que je peux donner ou dans lesquels je peux apporter des conseils, recommandations dans la résilience. Donc là, je travaille sur comment je vais concrètement apporter les outils, que ce soit bien structuré. Voilà. Et puis, je continue à communiquer en étant commentatrice sur les chaînes françaises et à l'étranger. Je remarque vraiment deux périodes pas distinctes, mais oui, effectivement, la partie jeunesse, formation, carrière footballistique, avec cette intensité sportive, ce combat, mais aussi ces engagements sur le terrain pour défendre les causes de ton équipe, etc. Et je vois aussi cette partie de vie institutionnelle où tu as pris ta place
tu as pris ta place dans les institutions. Comment est-ce que tu qualifies cette évolution dans ton identité? Je dirais que ça a été une évolution naturelle. C'est-à-dire que pendant que j'étais joueuse, j'ai toujours aimé voilà, transmettre auprès des plus jeunes. Et puis, en entrant à la fédération, dans les institutions, j'allais au contact des terrains, des territoires, que ce soit les clubs, les jeunes, les femmes dirigeantes, les arbitres, et à l'international. Là, ça a été aussi une autre dimension où j'ai vu la chance qu'on a en France en allant voir que c'est compliqué cette pratique féminine à l'étranger. Mais en voyant qu'on peut tellement apporter aux autres et qu'en fait, le football, on a ce pouvoir de rendre les gens heureux et d'apporter aux autres fédérations à l'international. Il y a réellement un enjeu d'impact social, en France comme à l'étranger, grâce au sport. Et finalement, si tu avais un apprentissage à transmettre qui a vraiment été game changer pour toi pendant toute ton expérience, quel serait cet apprentissage? L'apprentissage. Pour moi, l'apprentissage, c'est simplement de dire que c'est en étant soi qu'on s'exprime le mieux, en fait. Avec sa personnalité, c'est là où on se découvre des talents de leader, ou en tout cas, c'est en étant moi, en aimant partager, en aimant être à l'écoute, que je me suis dit, c'est ma meilleure manière de l'aider, d'aider, en pouvant m'exprimer, en utilisant ma bienveillance pour les autres, pour leur donner de la force et de la considération. Utiliser mon titre pour dire aux gens combien ils sont importants pour le football, pour leur rappeler toute leur importance quotidienne pour le football. Merci beaucoup, Laura, pour ce partage. Je voulais juste savoir voilà, comment tu te sens à la fin de notre échange, de notre parcours. Je me sens bien. C'est un bon rappel de mon expérience. C'était sympa. Merci, Laura. Merci. L'émission est terminée. Merci à ceux qui nous ont écoutés. J'espère que tu as bien savouré. C'était Skill, la transmission de savoir habile. Ta mission partagée, pour ça c'est facile. On se capte une prochaine fois. Ne sois pas volatile, abonne-toi, reste aux aguets et check ton mobile. J'ai dit check ton mobile. Ok, check ton mobile, yeah. C'était Skill, la transmission de savoir habile.